Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Bien! Eh bien, écoutez, merci pour ces questions et ces réflexions. Nous allons passer à la chronique de Yann, qui vient nous parler de la conduite du changement et de la théorie des contraintes. Bonjour à tous. Et effectivement, c'est un sujet qui a déjà été traité par Jean-Christophe. Euh, mais on va s'intéresser un peu plus à une certaine partie du sujet qui est sur les outils pour lever les blocages face au changement. Petite phrase d'introduction de Francis Blanche: face au changement qui passe, pardon, face au monde qui change, il faut mieux penser le changement que changer le pansement. Et toute l'idée de cette chronique, donc, c'est le changement. Et ensuite, quels sont les outils qui nous aident à effectuer ces changements et surpasser les blocages? Donc, on a tous entendu que l'homme est résistant au changement, il n'aime pas changer, etc., etc. Et pourtant, plutôt c'est contre-intuitif parce qu'on change tout au long de notre vie. On évolue, on se marie, on fait des enfants, et tous ces changements, on le fait en toute conscience. Donc, en définitif, on aime le changement. Maintenant, la question est, pourquoi est-ce que mes collaborateurs refusent-ils de changer? Et ça, c'est la vraie question aujourd'hui. Jean-Christophe avait présenté la matrice du changement, qui est un outil qui nous permet d'évaluer la décision à prendre face à un changement, face à une situation. Et cette matrice se compose de deux axes: les bénéfices, les risques, face au changement ou à ne pas changer. Donc, on sait que si on change, les bénéfices, c'est qu'on acquiert le trésor. Ne pas changer, c'est garder sa sirène. Les risques, sont de tomber. Et ne pas changer, ça peut être se faire manger par le crocodile. Mais on sait aussi que la situation peut évaluer. Pardon. Le crocodile que nous pensions gentil, finalement, va nous manger, hein. Ou notre sirène se transforme en quelque chose d'un peu moins attractif. Mais aussi, les risques peuvent évoluer de la même manière. La peur de la chute peut se transformer en magnifique balade. Donc, en conclusion, les collaborateurs ne résistent pas forcément au changement, mais plutôt à la présentation du changement. Et nous allons voir maintenant les 9 points du changement selon Goldratt, qui sont sur trois phases, trois niveaux. Que changer? Quel est le problème que nous adressons? Changer pourquoi? Quelle est notre solution? Et comment provoquer le changement? Comment implémenter la solution? Et on va regarder ça sous forme comme un oignon, avec différentes couches, les 9 couches, que nous allons euh, piler de couche après couche. Donc il y a trois couches principales pour arriver à la résolution, hein, qui sont: la première, les désaccords sur le problème à résoudre, les désaccords sur la solution à implémenter, et les désaccords sur l'implémentation elle-même. Et différents types d'objections que nous devons traiter dans leur langue. On ne va pas directement traiter par exemple, les objections sur l'implémentation tant que la définition du problème et de la solution n'a pas été traitée. Donc, si on s'intéresse plus particulièrement à la première couche, donc la définition du problème, la première chose à faire, c'est convaincre les parties prenantes qu'il y a un problème, l'existence du problème. Et c'est très important de cette première phase, c'est d'évaluer déjà le problème en soi, euh, trouver où sont les éléments bloquants sur le simple fait de comprendre ou de convaincre les gens qu'il y a un problème, que ce soit par leur mauvaise interprétation, etc. Et que, au-delà de leur périmètre, le problème adressé a peut-être des répercussions. Donc c'est vraiment cette phase où il faut commencer à mettre les premières briques
et faire comprendre qu'il y a un problème à être adressé. Ensuite, il faut définir ce problème. Il faut discuter ouvertement avec chaque partie prenante pour rétablir les vérités, c'est-à-dire lever les mauvaises perceptions sur la situation. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, également connaître et comprendre les effets indésirables du problème. Et plusieurs outils sont à disposition que vous avez certainement déjà entendus. La troisième phase, qui est le numéro 2, c'est redéfinir euh, les acteurs du changement. Et cette phase est rare. C'est si la personne tout à coup vous dit mais moi je n'ai pas les outils nécessaires, je n'ai pas l'autorité nécessaire pour effectuer ces changements. Donc il y a deux possibilités. La première, c'est ouvrir la discussion et comprendre pourquoi cette personne a dit ne pas avoir les outils qui lui permettent de comprendre que le problème est dans son périmètre. Et si vraiment cette personne effectivement n'a pas les outils à disposition ou est limitée dans ses actions, c'est de trouver les parties prenantes qui ont le pouvoir de résoudre ce problème. Donc du moment que la définition du problème a été faite, et on est tous d'accord, ce qui est important, c'est que toutes les parties prenantes soient d'accord maintenant sur le fait qu'il y a un problème à résoudre, on va définir la solution et lever les désaccords liés à la définition de la solution. Donc la première chose à faire, c'est de définir quelle est la direction à prendre pour résoudre le problème. On ne parle pas encore de solution, on parle d'une direction. Donc c'est préparer une liste qui, selon nous, est la meilleure définition d'une bonne solution. Donc quels sont les effets recherchés, qui sont les acteurs et parties prenantes qui vont intervenir dans cette solution, mais aussi quels sont les effets inévitables, pardon, ou indésirables plutôt, que nous cherchons à éviter. Et ensuite présenter cette liste aux parties prenantes. Il y aura probablement des objections ou probablement des gens qui vont vous donner d'autres outils ou d'autres perspectives que vous n'aviez vous-même pas intégrées. Donc, si besoin, modifier cette liste pour arriver finalement à avoir la meilleure définition de qu'est-ce qu'une bonne solution. À partir de là, on va définir les détails de la solution. Et là, on va commencer à non pas définir le plan, mais définir sur quelle est la meilleure option qui est devant nous, hein. Et toujours, donc, entendre et apprécier les éventuelles objections, réévaluer la solution choisie pour vérifier que c'est la meilleure option. Et s'il y a à nouveau des objections qu'on ne peut pas traiter sur cette étape, retourner à l'étape précédente, qui est donc euh, retrouver les critères qui conviennent à tout le monde pour définir que la solution est la meilleure. Et la dernière étape de cette phase, c'est lever tous les doutes sur la qualité de la solution. C'est comprendre toutes les craintes, comprendre les mauvaises perceptions et arriver à, à rediriger le débat sur le vrai sujet. Et cette phase est très importante si enfin, vos employés, vos interlocuteurs, les parties prenantes euh, ont toujours des objections quant à la qualité de la solution proposée, vous n'arriverez jamais à aller à l'étape suivante qui est l'implémentation. Donc cette phase doit être exhaustive, ça doit être, chaque point doit être discuté et levé afin de rallier toutes les personnes sur le projet. Il y a également d'autres outils qui peuvent vous aider sur cette phase-là. Et finalement, donc on a défini le problème, on sait qu'il y a un problème, on a défini la solution, tout le monde est d'accord sur la solution au problème. La prochaine phase, c'est l'implémentation de cette solution. Et forcément, tous les désaccords qui peuvent arriver sur l'implémentation de la solution. Donc la première chose à faire, c'est lever les obstacles sur la faisabilité. C'est une phase critique. Il faut identifier le périmètre des objections. Est-ce que les objections qui sont adressées concernent toujours
l'implémentation ou est-ce qu'on est revenu sur les problèmes, sur la définition euh, en soit du problème à résoudre hein, ou de la solution, etc. Et là, à nouveau, euh, si vous avez toujours des objections sur la faisabilité de la mise en place de la solution, vous ne pourrez pas terminer le projet. Donc là, c'est à nouveau lever toutes les objections des parties prenantes et vraiment se reconcentrer sur le sujet qui est la faisabilité. Et non plus si le problème est différent ou, euh, ou si la solution n'est pas bonne. On s'était mis d'accord que les deux cas, le problème a été défini et la solution a été définie. Donc là, on reste sur le seuil, le palier de l'implémentation. Finalement, le plan d'action à définir. Donc là, on est dans la phase maintenant sur les détails de l'implémentation, définir les détails de l'implémentation. Et là, vous avez toute la liste exhaustive, le calendrier, les échéances, etc. Et ce qui est important de faire, c'est expliquer la logique appliquée derrière chaque décision, euh, afin que les gens comprennent quelle est votre vision et pourquoi est-ce que ces choix ont été pris. Et cette phase-là est clé. Si cette phase-là est bien faite en expliquant chaque étape et pourquoi ces étapes ont été fixées, de suite, de fait, l'implémentation a de grandes chances d'être acceptée. Et finalement, lever les doutes sur la réalisation de l'implémentation. C'est apprécier les risques de la solution. Il y a des effets négatifs. C'est peut-être, il va falloir abandonner certains bénéfices au profit d'autres, qui ne sont peut-être pas certains, mais discuter de tous ces points-là et trouver des moyens d'atténuer le risque. Tous ces risques qui vont arriver, il faut réussir à les atténuer pour faire accepter la solution. Et finalement, il reste la dernière étape, c'est toutes les barrières sociales et psychologiques. Et là, il faut essayer de trouver les résistances externes, trouver quels sont les éléments qui mettent les employés, dans ce cas-là, sur une situation inconfortable, qui ne sont plus liés au problème, à la solution et à l'implémentation. C'est des facteurs externes. Et il faut accepter et faire accepter qu'il y aura un effort à fournir pour parvenir au changement. Donc le but de toutes ces étapes, c'est d'arriver finalement à l'acceptation du changement et à l'implémentation de la solution. J'espère que j'ai été concis et exhaustif dans l'explication. Merci Yann. Je pense que ce qu'il y a de fascinant dans dans ce travail de Goldratt, c'est qu'il met en place une méthode pour que la partie résistance psychologique et sociale soit la plus faible possible, c'est-à-dire n'intervienne que, enfin, arrive dans une situation où tous les autres obstacles ont été adressés et acceptés comme étant adressés par tout le monde. Et du coup, la résistance devient uniquement ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un qui résiste parce qu'il a peur, parce que, etc. Et que les autres, du coup, ne vont pas prendre pour au-delà de ce que c'est. C'est-à-dire, on a compris que tu avais peur, mais t'inquiète pas, nous, on y croit. Donc il y a vraiment une façon de ne plus donner prise à celui qui va résister pour des raisons psychologiques, sociales ou politiques. Et puis l'autre chose que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est qu'on utilise l'intelligence des acteurs en disant j'écoute toutes vos propositions pour m'expliquer pourquoi ça va pas marcher. C'est là où les gens sont intelligents. Les gens, ils sont prodigieusement intelligents pour dire oui, mais en fait, ce que tu dis, ça peut pas fonctionner parce que.
Et c'est une information essentielle. C'est là que ils ont raison très probablement. Et peut-être une petite précision, cet outil peut être utilisé dans le cadre d'une solution gagnant-gagnant, hein. Si en définitive le changement amène des effets indésirables pour les personnes qui sont importants, probablement que vous allez pas réussir à trouver des accords, à les intégrer dans le processus. Est-ce que vous avez des questions sur un point spécifique de la méthode? Je vais vous remettre, J'ai l'impression que c'est clair. Le, le, le désaccord sur le problème, ça inclut les gens qui disent non, mais c'est pas un sujet, quoi. La pluie, ça mouille, quoi. On va pas, c'est bon, quoi. Et jusqu'au moment où on leur parle de parapluie, les gens ils sont en train de dire non, mais pourquoi tu me parles de ça? De toute façon, on peut rien y faire. Et de la même façon que le problème est hors de mon contrôle, c'est douloureux pour les gens de savoir qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et donc leur montrer qu'en fait ils ont une des vraies solutions est souvent nécessaire. Cool. Eh bien écoute Yann, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'est vraiment un outil qu'il faut intégrer parce que ça permet de rentrer dans des résolutions de situations Hmm. qu'on a du mal à faire sinon. Mais c'est vraiment une méthode, c'est vraiment point par point, couche après couche, lever tous les doutes, Hmm, toutes les résistances pour en finalité accepter ou trouver l'acceptation de chaque étape. hmm.